Michel Villette. Bonjour Jean-Philippe Denis. Michel Villette, vous êtes professeur de sociologie, plus généralement de sciences sociales, émérite à AgroParisTech. The Conversation France, papier autour de Carlos Ghosn. Et vous nous dites, tel est prix qu'il croyait prendre, finalement. C'est un peu ça la formule que j'ai envie de retenir pour qualifier votre papier. Tel est prix qu'il croyait prendre. Tel est prix qu'il croyait prendre. Dans la tête de Carlos Ghosn, le manager qui se voulait faire aussi gros que les grands capitalistes. Voilà. Comme je suis sociologue, il y a un exercice intellectuel auquel j'aime bien m'adonner. C'est un exercice que nous a enseigné Max Weber. C'est la sociologie compréhensive. Essayer de se mettre complètement à la place de quelqu'un, voir toutes les contraintes qui s'imposent à lui, voir ses rêves, et essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Je me suis donc mis à la place de Carlos Ghosn entre 2012 et 2018 pour essayer de comprendre ce qui avait bien pu lui arriver. Imaginez un footballeur qui serait le meilleur buteur du championnat du monde et qui aurait malencontreusement signé un contrat avec son club qui ferait qu'il ne gagnerait que le SMIC. Cette situation totalement absurde ressemble peu ou prou à ce qu'a dû vivre Carlos Ghosn quand il était patron de Nissan et de Renault. Il gagnait pas le SMIC, hein. Non, c'est la limite de la métaphore. Vous allez voir les proportions, Oui. C'est une question de proportion. Au fond, j'essaye de comprendre là le ressort caché de ces conduites déviantes. Oui. Au cours de sa longue carrière, donc Carlos Ghosn est un ingénieur, il gravit les échelons chez Michelin, puis chez Renault. Et il est choisi par Louis Schweitzer en raison de son talent. Il devient par la suite la cheville ouvrière de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui, sous sa direction, accède au rang de premier constructeur automobile mondial. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Bon. Cette réalisation fait de lui l'alter ego des plus grands hommes d'affaires de la planète. Logiquement, si on se met à sa place. Il peut considérer qu'il en a fait autant que Bernard Arnault ou François Pinault, et plus que Vincent Bolloré et Serge Dassault qui sont des héritiers. D'accord ? Bon. Seulement voilà. Il n'est que manager. Eux font partie des super riches de la planète et pas lui. En 2018, on peut estimer sa fortune personnelle entre 100 et 200 millions d'euros. À la louche, hein, on ne sait pas exactement. C'est très très loin des milliards qu'il faut posséder pour faire partie des 500 plus grosses fortunes mondiales. Selon le classement du magazine Forbes, Bernard Arnault pesait 72 milliards de dollars en 2018, François Pinault 27 milliards et Serge Dassault 22,6 milliards. Le problème personnel de Carlos Ghosn est sans doute là, enfin c'est ce que j'imagine. Il dirige l'une des plus grosses entreprises du monde, mais il ne fait pas partie du club des grands capitalistes mondiaux, ni tout à fait des élites françaises, ce qui est encore un autre sujet. Même s'il était parvenu à tricher avec le fisc japonais, à doubler ses multiples salaires et à tirer des bénéfices indirects de toutes les filiales du groupe de par le monde, il serait encore loin du compte. Le problème, c'est que lorsqu'on est manager salarié, on peut être destitué à tout moment. On est fragile. Et on peut se souvenir à ce propos que le vrai créateur du groupe LVMH, ce n'est pas Bernard Arnault, c'est un manager salarié, aujourd'hui oublié, qui s'appelait Alain Chevalier. Ce stratège visionnaire ne possédait pas le capital de l'entreprise qu'il avait imaginé. Et il s'est fait évincer par Bernard Arnault sans pouvoir résister. C'est arrivé exactement la même chose chez Tesla, au passage. Voilà. La même chose arrive à Carlos Ghosn en 2018 au Japon, et il passe en quelques heures du statut de sauveur adulé au statut de fraudeur en prison. Bon. Pour comprendre comment un tel renversement brutal peut se produire, il faut se souvenir que Carlos Ghosn est lui aussi un cost killer. Hein, il fait partie de ces hussards du capitalisme qui accomplissent un peu les basses besognes. Il fait partie de ces patrons qui sacrifient les salariés sur l'autel de la croissance et de la rentabilité des entreprises. Donc le corps social se méfie un peu et on ne sait jamais s'il faut les récompenser ou les punir pour ce qu'ils ont fait. Et pourtant, tout se passe comme si Carlos Ghosn était l'un de ces managers qui croient sincèrement à leur propre discours sur le management au mérite. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'on ne lui attribuait pas les millions qu'il croyait mériter, il a pu être tenté de se les attribuer à lui-même. Le problème de Carlos Ghosn, à mon avis,
est expliqué dans ce livre que j'ai écrit avec Catherine Villermo aux éditions de la Découverte, Portrait de l'homme d'affaires en prédateur. Dans cette étude, nous étudions un échantillon de 32 hommes d'affaires qui sont passés en moins de 20 ans d'une entreprise où on compte en millions à une entreprise où l'on compte en milliards. Et ce que nous montrons, c'est que les activités de prédation, qui sont fréquentes, se déroulent plutôt dans la première partie de la carrière. Dans la deuxième partie de la carrière, l'homme d'affaires a plutôt tendance à légitimer, consolider la position qu'il a acquise. Carlos Ghosn, lui, a tenté le mouvement inverse. Brillant manager salarié d'abord, il a cherché à constituer sa fortune personnelle en fin de parcours. C'est une erreur. Une telle stratégie d'enrichissement aurait supposé des partenaires loyaux et reconnaissants, ce qui n'est pas très courant dans le monde des affaires. Et finalement, ni l'État français, ni l'État japonais, ni Nissan, ni Renault ne lui ont donné les milliards qu'il estimait mériter. Carlos Ghosn, comme bien d'autres dirigeants salariés avant lui, n'entrera jamais dans le club très fermé des vrais capitalistes et de leurs héritiers, ceux qui comptent leur fortune en milliards et que personne ne peut évincer parce qu'ils contrôlent leur entreprise. On ne peut pas les ostraciser, même s'ils le mériteraient parfois. Voilà, je voudrais conclure par une simple citation. Dans les affaires, on n'obtient jamais ce que l'on mérite, mais seulement ce que l'on négocie. C'est, paraît-il, la devise de Bill Gates, fondateur de Microsoft, qui avait un papa banquier et une maman avocate d'affaires. À méditer. À méditer. Merci Michel Villette.